Cheikh Anta Diop a aussi le souci de l'humanité, le futur de l'humanité. Donc, Cheikh Anta Diop est avant tout il a une grille de lecture humaniste. Il a une grille de lecture rationaliste et il a une grille de lecture panafricaniste. Donc, d'un point de vue idéologique, ce que je peux dire, c'est que Cheikh Anta Diop est simplement un progressiste. Bonjour José, merci de me joindre aujourd'hui pour cette interview consacrée donc à votre ouvrage dédié à la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Donc ma première question, c'était de savoir pourquoi vous avez souhaité écrire cet ouvrage dédié à la pensée politique de Cheikh Anta Diop à ce moment particulier. Si j'ai écrit cet ouvrage, c'est pour une raison particulière, c'est qu'en fait, je voulais faire découvrir à l'élite progressiste africaine le versant politique de la pensée, de l'œuvre, le versant politique de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Parce que jusqu'à présent, l'élite politique africaine ne connaît que le versant égyptologique de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Or, de la pensée politique de Cheikh Anta Diop, cette élite progressiste africaine ne connaît que le thème de l'État fédéral africain. C'est la seule référence qu'ils ont de la pensée politique de Cheikh Anta Diop, mais de ce point de vue-là, Cheikh Anta Diop ne se distingue donc pas de quelqu'un comme Kwame Nkrumah, qui lui aussi a écrit et réfléchi sur l'idée d'un État fédéral africain. Alors, la pensée politique de Cheikh Anta Diop est beaucoup plus vaste que la simple idée d'un État fédéral africain. Et si j'ai voulu mettre à la disposition de l'élite progressiste africaine le versant politique de la pensée de Cheikh Anta Diop, de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est parce que je souhaite que l'élite progressiste africaine abandonne sa logomachie révolutionnaire pour entrer dans l'action politique. Si vous regardez l'élite politique africaine, que ce soit les intellectuels ou les acteurs politiques, nous baignons dans une logomachie révolutionnaire. Nous sommes là, on remet tout en question, on critique, etc. On a beaucoup de discours, etc. OK, mais nous n'agissons pas. Concrètement, l'élite progressiste africaine ne passe pas à l'action. Sur le terrain de l'action politique, on ne la voit pas. Elle n'est pas là. Par contre, au niveau du discours, de la contestation, etc., elle est présente. Donc ça pose un problème parce que quand on veut changer la réalité d'une société, et là, en l'espèce, la réalité d'un continent, on ne peut pas se limiter à une logomachie révolutionnaire. À un moment donné, il faut passer à l'action. Bon. Comment comprendre le fait que notre élite intellectuelle progressiste en Afrique reste toujours dans une logomachie révolutionnaire? Il faut comprendre que avant l'œuvre de Cheikh Anta Diop, l'Africain scolarisé avait une image dévalorisée de lui-même. Avec l'œuvre de Cheikh Anta Diop, l'Africain scolarisé accède enfin à une image valorisante de lui-même. Mais le problème est que cette image est tellement belle et cathartique que l'Africain scolarisé finit par tomber dans le narcissisme culturel et racial. Alors, il faut dire aussi que ce narcissisme a un effet positif sur le plan psychologique, en ce sens qu'il redonne à l'homme noir confiance dans son identité humaine générique. C'est vrai, on avait mis en doute son humanité, c'est vrai qu'il avait intériorisé ce doute-là. Grâce à l'œuvre de Cheikh Anta Diop,
l'homme africain scolarisé, sur le plan psychologique, il retrouve la confiance dans son identité humaine générique. Mais ce narcissisme a aussi un effet négatif sur le plan politique, c'est-à-dire il détourne carrément l'élite africaine du champ de l'action politique. Or, ça, c'est tout à fait l'inverse de ce que voulait Cheikh Anta Diop. Si Cheikh Anta Diop a écrit son œuvre, c'était pour donner à l'élite politique africaine une intelligence des politiques à mettre en œuvre pour qu'elle puisse reconstruire l'espace politique africain comme un espace de prospérité matérielle, comme un espace de souveraineté, comme un espace de liberté, comme un espace de promotion des sciences et des techniques. Voilà donc pourquoi j'ai écrit ce livre. En fait, c'est une manière de dire à l'élite politique africaine, mais écoutez, vous avez quelqu'un qui a déjà tout écrit de ce que vous devez faire d'un point de vue concret. Si vous voulez changer la réalité africaine, voilà un auteur qui, avant même les indépendances, vous avez déjà dit tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'approprier sa pensée politique et de la mettre en œuvre. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Oui, donc effectivement, alors c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, hein, enfin, qui correspond aussi à mon expérience. Hein. Enfin, moi j'ai grandi largement en Algérie et bon, c'est le même problème, c'est exactement les mêmes problèmes. Alors, bien sûr, l'Algérie, c'est aussi l'Afrique. Hein. Et c'est exactement ce genre de problème que Cheikh Anta Diop a abordé, puis que donc effectivement vous remettez en avant dans votre ouvrage. Et donc avant d'entrer plus en détail effectivement dans toutes ces problématiques, le diagnostic et puis même le prognostic, même je dirais que l'avait fait Cheikh Anta Diop à l'époque, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est son background idéologique, social, d'où vient-il Cheikh Anta Diop à la base? Alors, le profil idéologique, social ou intellectuel de Cheikh Anta Diop n'est pas facile à faire parce que, en fait, c'est un homme multidimensionnel. Hein, donc, c'est pas facile du tout. Bon, ce qu'on peut dire, avant tout, Cheikh Anta Diop est un penseur politique. On peut même dire que c'est le plus grand penseur politique africain. Mais ce qu'on doit préciser aussi, c'est que sa pensée politique n'est pas spéculative, hein, comme la plupart des penseurs politiques qui ont une pensée spéculative. Cheikh Anta Diop, sa pensée politique a une base réelle, en ce sens qu'elle repose sur des travaux scientifiques. C'est à partir de ces travaux scientifiques que Cheikh Anta Diop a élaboré sa pensée politique. Donc, c'est une pensée politique qui a une base réelle, qui a une base scientifique. Ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas de l'idéologie. Donc, d'abord, c'est un homme, c'est un penseur politique. Ensuite, ce qu'on peut dire de Cheikh Anta Diop, c'est que c'est un chercheur. C'est un chercheur hors pair. En tant que chercheur, il a d'abord une formation universitaire. Sa formation universitaire, elle est interdisciplinaire, en ce sens qu'il est, ce que beaucoup de gens ignorent, Cheikh Anta Diop est d'abord un physicien. Vous voyez, il a étudié avec Julio et Marie Curie à la Sorbonne, voilà. C'est d'abord un physicien. C'est ensuite un historien, c'est ensuite un égyptologue, c'est un philosophe, c'est un linguiste et c'est un sociologue. C'est vraiment, il a une formation interdisciplinaire. Au cours du XXe siècle, au sein de l'université, on a toujours prôné l'interdisciplinarité, mais dans la pratique, ça ne s'est pas vraiment appliqué. Et Cheikh Anta Diop est vraiment une de ces rares personnes, il n'est pas le seul, Dieu merci, mais c'est une des rares personnes qui a réellement présenté un profil interdisciplinaire. Et donc, je vous ai cité un peu les éléments de sa formation. Au niveau de ses racines intellectuelles, là aussi,
il est difficile, en fait, d'identifier les racines intellectuelles de Cheikh Anta Diop, tellement son œuvre est innovateur. Son œuvre est vraiment premier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc, du coup, on a du mal à se dire, ah ben, il s'est inspiré d'un tel, d'un tel. On a beaucoup de mal parce que son œuvre est vraiment quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, maintenant, si on doit forcément identifier des racines intellectuelles, à ce moment-là, personnellement, je citerai Fustel de Coulanges, l'antiquison, Fustel de Coulanges, je citerai aussi Émile Benveniste. Je dirais que ces deux personnes lui ont donné le goût du comparatisme. Quand on lit les travaux historiques de Cheikh Anta Diop, ce qui frappe avant tout, c'est l'approche comparative qui est très importante chez lui. On peut citer aussi Gaston Bachelard pour le rationalisme. Quand on lit l'œuvre de Cheikh Anta Diop, il est d'un rationalisme incisif. Or, on sait qu'il a été l'étudiant de Gaston Bachelard. On sait aussi que Bachelard lui a apporté un grand soutien pour la soutenance de sa thèse, alors que le jury ne voulait pas se réunir pour statuer sur la thèse de Cheikh Anta Diop. Gaston Bachelard fait partie de ces universitaires qui, à l'époque, ont apporté leur soutien à Cheikh Anta Diop. Donc, effectivement, quand on lit Cheikh Anta Diop, on est avant tout frappé par le rationalisme de sa pensée. Et donc, on peut y voir effectivement l'influence d'un de ses enseignants, Gaston Bachelard. Et puis, on peut aussi déceler, je pense, l'influence d'un historien du droit, Jacques Pirenne. Jacques Pirenne est un historien belge, un historien du droit, et qui a le premier écrit 3 gros volumes sur l'histoire des institutions juridiques, publiques et privées de l'Égypte ancienne. Là aussi, Jacques Pirenne a vraiment fait une œuvre d'innovation. Jusqu'à Pirenne, les égyptologues parlaient beaucoup de religion, de mythes à propos de l'Égypte. Et Jacques Pirenne a été le premier à mettre en perspective les aspects juridiques, publics et privés de l'Égypte ancienne. Et donc, ce qui frappe chez Jacques Pirenne, c'est l'analyse diachronique des documents, des textes égyptiens. La plupart des égyptologues nous parlent de tel texte, mais sans nous dire, mais d'un point de vue chronologique, c'est d'abord ce texte qui est apparu, ensuite il y a eu ce texte, et comme ça, on pourrait suivre une évolution de la pensée des Égyptiens anciens. Jacques Pirenne, il a été vraiment le premier à faire une analyse chronologique des papyrus égyptiens. Or, on retrouve chez Cheikh Anta Diop cet attachement à une lecture diachronique de l'histoire. On retrouve vraiment ça chez Cheikh Anta Diop et on retrouve aussi un attachement aux sources, comme Jacques Pirenne aussi était très attaché aux sources. Et ça, on retrouve ça chez Cheikh Anta Diop. Donc, de ce point de vue-là, quelque part, on peut dire que ces racines intellectuelles se trouvent là. Quant à ces racines idéologiques, je crois que cela intéresse beaucoup les gens de savoir quelles sont les racines idéologiques de Cheikh Anta Diop. Parce que beaucoup de ses adversaires l'accusent d'idéologie, disent en fait son œuvre est une œuvre idéologique. Mais identifier les racines idéologiques de Cheikh Anta Diop, c'est très difficile aussi. Pourquoi? Parce que quand on lit Cheikh Anta Diop, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'a pas une grille de lecture idéologique. Quand on lit pas mal d'auteurs, on reconnaît facilement quelle est la grille idéologique d'un auteur, d'un penseur. Quand vous lisez l'œuvre de Cheikh Anta Diop, je mets au défi quiconque de me dire quelle est sa grille de lecture idéologique. Tout ce qu'on peut dire, en tout cas, s'il a un attachement idéologique,
En tout cas, elle ne transparaît pas dans ses écrits. Qu'est-ce qu'on peut dire, tout au plus d'un point de vue idéologique par rapport à Cheikh Anta Diop? On peut simplement dire trois choses. Dans son enfance, Cheikh Anta a été influencé par les réflexes de souveraineté politique et culturelle de sa famille. Cheikh Anta Diop est né au sein d'une famille de résistants à la colonisation. Voilà, ça c'est le hasard de l'histoire qui fait que cet enfant naît dans une famille qui militairement, ses grands-parents ont participé militairement à la résistance à la colonisation, et puis il est apparenté à Cheikh Ahmadou Bamba, qui est une figure importante de l'islam au Sénégal. Et Cheikh Ahmadou Bamba, dans sa démarche, il a voulu, comment dire, africaniser l'islam, rattacher l'islam au terroir. Par exemple, Cheikh Ahmadou Bamba a dit, mais on peut adorer Allah partout, on n'est pas obligé d'aller à la Mecque. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba a créé une ville sainte au Sénégal, la ville sainte de Touba. Voilà. Et là, les mourides, c'est-à-dire les adeptes de Cheikh Ahmadou Bamba, vont faire leur pèlerinage islamique dans la ville de Touba. Donc, vous voyez, il y avait dans l'enfance de Cheikh Anta Diop cette figure de Cheikh Ahmadou Bamba qui est une figure de souveraineté culturelle. Et donc, Cheikh Anta Diop, on peut dire ça, il a baigné dans un milieu familial qui avait des réflexes de souveraineté politique, résistance à la colonisation et de souveraineté culturelle. Ça, c'est son enfance. Maintenant, dans son adolescence, il a fait son école primaire et son école secondaire dans la ville de Saint-Louis du Sénégal et dans la ville de Dakar. Et là, Cheikh Anta Diop a été influencé, c'est vrai, par les discours des grandes figures de l'époque du monde noir, que ce soit noir américain, noir caraïbéen ou noir africain, des personnes, alors pas seulement du monde noir, mais aussi du monde arabe, toutes ces grandes figures qui, dans son adolescence, avaient un discours anticolonialiste et antiraciste. Et Cheikh Anta Diop a baigné dans cette ambiance-là parce qu'il avait un grand frère qui participait à tous ces débats et qui l'aimait beaucoup. Et quand ce grand frère rentrait à la maison, il rendait compte à Cheikh Anta Diop des théories de Padmore, de Dubois, enfin, tous les grands penseurs anticoloniaux, tous les grands penseurs qui étaient pour l'émancipation du peuple noir, etc., il en parlait à Cheikh Anta. Donc, effectivement, Cheikh Anta a été nourri de cela. Maintenant, qu'est-ce que Cheikh Anta a dit de lui-même? Est-ce qu'il a dit à quelle idéologie il appartenait? La seule chose que l'on sait, c'est que Cheikh Anta Diop, de son propre aveu, il a dit qu'il était panafricaniste. Il est panafricaniste. Ça, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit lui-même. Mais on doit tout de suite préciser que, attention, le panafricanisme de Cheikh Anta Diop est un panafricanisme qui s'est nourri ni à la sève du marxisme, comme c'est le cas du panafricanisme de Nkrumah. Il faut le dire, Kwame Nkrumah était marxiste. D'accord? Et le panafricanisme de Nkrumah s'est nourri à la sève du marxisme. Le panafricanisme de Cheikh Anta Diop ne se nourrit pas à la sève du marxisme. Le panafricanisme de Cheikh Anta Diop ne s'est pas aussi nourri à la sève du libéralisme, comme ça a été le cas d'Edem Kodjo. Edem Kodjo, qui est un ancien secrétaire général de l'OUA, il a écrit un livre sur le panafricanisme libéral, je crois, et Cheikh Anta Diop, son panafricanisme ne se nourrit pas à ça. Cheikh Anta Diop, son panafricanisme, ce que je peux dire, c'est que c'est un panafricanisme autoréférentiel, si j'ose dire.
en ce sens que le panafricanisme de Cheikh Anta Diop ne vise qu'à une seule chose. Elle vise au triomphe des intérêts matériels et immatériels des peuples africains en tant qu'agents historiques, et cela indépendamment de toute obédience idéologique. C'est ça le panafricanisme de Cheikh Anta Diop, c'est vraiment organiser la reconstruction des peuples africains en tant qu'agents historiques. C'est ça la signification de son panafricanisme, et ça, c'est indépendamment de toute obédience idéologique. Alors, ce que je peux dire, moi, après avoir lu Cheikh Anta Diop de A à Z, ce que je peux dire, c'est que sur le plan idéologique, Cheikh Anta Diop est simplement un progressiste. Voilà, je crois que c'est le seul mot qui, d'un point de vue idéologique, peut caractériser Cheikh Anta Diop, c'est un progressiste. Et quelles sont ses grilles de lecture? Il a une grille de lecture humaniste. Cheikh Anta Diop est un grand humaniste. Quand vous lisez ses travaux, vous vous apercevez qu'il a le souci, qu'il n'a pas seulement le souci du devenir de l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Son objet n'est pas seulement l'Afrique, mais Cheikh Anta Diop a aussi le souci de l'humanité, le futur de l'humanité. Donc, Cheikh Anta Diop est avant tout il a une grille de lecture humaniste, il a une grille de lecture rationaliste et il a une grille de lecture panafricaniste. Donc, d'un point de vue idéologique, ce que je peux dire, c'est que Cheikh Anta Diop est simplement un progressiste. Voilà. Oui, effectivement, c'est difficile effectivement de résumer un personnage. Enfin, c'est clairement un polymathe extraordinaire. Personnellement, jusque-là, j'ai lu seulement Civilisation ou Barbarie. J'ai passé les chapitres où c'était trop pointu au niveau anthropologie parce que ça me passe au-dessus de la tête. Mais sinon, oui, on voit bien que c'est quelqu'un qui est tout sauf unidimensionnel. Et oui, effectivement, il met les peuples au centre de sa philosophie. Non, et c'est vrai, le panafricanisme de Cheikh Anta Diop concerne réellement les peuples africains. Et ce qui est très important aussi à dire, c'est qu'il s'agit de tous les peuples africains, aussi bien les peuples de l'Afrique du Nord que les peuples de l'Afrique subsaharienne. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'élite intellectuelle de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Libye, Égypte, ont vraiment, en tout cas la jeunesse de ces pays, ils ont intérêt à lire Cheikh Anta Diop. Il faut qu'ils découvrent Cheikh Anta Diop. Et ils verront que les solutions que prône Cheikh Anta Diop sont réellement les solutions opératoires pour leur propre devenir historique. Et ça, c'est très important à souligner, c'est que quand Cheikh Anta Diop parle de l'Afrique, c'est l'Afrique dans sa globalité, de l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique pour Cheikh Anta Diop, c'est l'Afrique dans sa globalité. Dans la prochaine partie. Donc, Cheikh Anta Diop pensait qu'on pouvait créer en Afrique une conscience nationale si on diffusait en Afrique ce qu'il appelle la conscience historique africaine, la mémoire historique de l'Afrique, la mémoire que beaucoup de peuples africains connaissent une unité culturelle. Il y a une unité culturelle en Afrique, que beaucoup de peuples africains ont une origine commune qui est l'Égypte ancienne.